vous pourriez être inéligible. Pourquoi vous êtes parti comme ça et qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Parce que j'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élu, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Il ne m'en fallait pas plus, j'avais compris. Mais en quoi une décision est-elle politique? Elle était étayée, il y a 152 pages de jugement. Non. La présidente dit « Je vais rendre votre inéligibilité immédiate, contrairement à l'état de droit. » Parce qu'en France, lorsque vous faites appel, l'appel est suspensif. L'appel annule, en réalité, le jugement de première instance, vous remet dans la situation d'être présumé innocent et l'affaire est rejugée. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élu présidente de la République. » Mais si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est. Politique, donc, elle obéit à une consigne, à un ordre, à un climat? Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de consignes. Donc, de manière autonome, elle a décidé la mort politique de Marine Le Pen. Un certain nombre de magistrats, ils n'ont pas besoin de consignes. Donc ce sont ces trois magistrats. Oui, je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. D'abord, parce qu'encore une fois, elle empêche un recours effectif, ce qui est un droit qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Deuxièmement, parce qu'elle considère que le fait de se défendre justifie l'exécution provisoire. C'est-à-dire que les droits de la défense, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est précisément le droit de se défendre. Là, on nous dit le fait de vous défendre, le fait de faire état de potentiellement de la prescription qui serait intervenue, eh bien, va faire en sorte que je vais aggraver de manière considérable votre peine au point de vous empêcher de pouvoir être... Mais madame, l'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, deuxième point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. La loi Sapin 2, contrairement à ce que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui, ne s'applique pas à cette affaire. La loi Sapin 2, qui entraîne l'application automatique de l'exécution provisoire à l'inéligibilité, a été écartée par la magistrate, car cette loi est postérieure aux faits qui nous sont reprochés. Mais la magistrate... Pas tout à fait. Mais il y a une vingtaine de jours de recouvrement durant lesquels ce qui vous est reproché a été appliqué. Nous sommes en décembre 2016, Madame Le Pen. Je vous réponds non. Elle l'a expliqué très clairement. Non, vous ne trouverez pas les motivations, elles n'existent pas. Au moment où je vous parle, la présidente du tribunal a condamné la favorite à l'élection présidentielle à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire sans motivation, au moment où nous nous parlons. Mais non, elle l'a dit très clairement, elle ne s'applique pas. En revanche, elle a appliqué l'esprit d'une loi postérieure, plus dure. C'est encore une violation de l'état de droit. Est-ce que vous allez faire appel ? Votre avocat dit que oui. Quand allez-vous déposer votre appel, interjeter appel? Mais le plus vite possible. Est-ce que vous demandez à la justice de se hâter de manière à ce que vous puissiez vous présenter en avril ou en mai 2027 à la présidence de la République? Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Boulot, que ce soir, il y a des millions de Français qui sont indignés, mais indignés à un point inimaginable en voyant qu'en France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. C'est arrivé à d'autres avant vous, Madame Le Pen. Est-ce que vous vous rendez... Madame Le Pen, c'est arrivé à Hubert Falco, maire de Toulon en 2023. Et un député de votre parti, Franck Alizio, a dit « c'est très bien, justice a été rendue ». Et Hubert Falco a quitté sa mairie dans les minutes qui ont suivi le jugement, Madame Le Pen. On ne vous a pas entendu à l'époque. Monsieur, je suis désolé de vous dire que l'exécution provisoire, vous vous trompez. L'exécution provisoire est en général prononcée lorsque les faits ont été commis lors d'un mandat qui est encore détenu par la personne à qui on les reproche. Ça n'est pas mon cas. Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français
vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit. Mais c'est arrivé à d'autres que vous avant. C'est arrivé également. Je suis en train de vous expliquer que la situation est allez-vous faire appel pour faire prévaloir votre innocence, celle du parti du Rassemblement national en tant que personne morale et des 23 autres personnes condamnées, ou juste pour dire je ne veux pas d'exécution immédiate? Mais je vais faire appel parce que je suis innocente, monsieur Boulot. Et vous êtes tous innocents, le parti et les 23. Mais évidemment que nous sommes tous innocents et nous voulons voir reconnue cette innocence. Et nous considérons que, et je ne suis pas la seule, peut-être les rédacteurs de la loi, voyez, et de la Constitution, que s'il existe la possibilité de faire appel dans notre pays, c'est parce que des juges de première instance peuvent se tromper. Voilà, c'est le principe même de ce qu'on appelle le double degré de juridiction, c'est-à-dire la possibilité de faire rejuger son affaire. Je pense que les juges se sont trompés, je pense même qu'ils ont, encore une fois, fait fi en réalité de toutes les explications qui ont pu être données, car dès les premières heures, je vais vous dire, de ce procès, j'avais compris que nous serions jugés de manière particulièrement partiale. Je ne pensais pas que les magistrats iraient à ce point à l'encontre de notre processus démocratique et s'ingéreraient ainsi dans le choix des Français, parce que soyons bien clairs, je suis éliminé, mais en réalité ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée ce soir au moment où nous nous parlons. Pourquoi dites-vous que vous êtes éliminé? Si vous faites appel, vous m'avez dit que vous alliez le faire, et que cet appel vous donne le droit, et vous innocente, vous pourrez en janvier, février 2027... Boulot, encore faut-il que cette vous n'avez pas confiance décision... dans votre innocence? Non, mais j'ai pas confiance surtout dans la date de l'appel, monsieur Boulot, parce que c'est pas moi qui en ai la maîtrise. Vous voyez? Mais vous pourriez demander ici publiquement que la justice se hâte. Mais je peux et qu'elle demander fasse ce que je veux, diligence. et je le fais ce soir d'ailleurs. Il faut que la justice se hâte. Mais votre journaliste elle-même disait tout à l'heure qu'il faut en général 18 mois à 2 ans. Il sera trop tard. Et imaginez, monsieur Boulot, imaginez que je sois relaxé dans le cadre d'un arrêt de la Cour d'appel postérieurement à une élection présidentielle où je n'aurais pas pu me présenter. Quelle sera la légitimité de celui qui sera élu lors de cette élection? Voilà un vrai sujet. Pardon d'entrer dans la technicité du droit. Supposons qu'en appel, pour détournement de fonds, vous soyez, vous et d'autres membres du Rassemblement national, condamnés, mais qu'il n'y ait pas exécution immédiate. Techniquement, vous pourriez tout à fait vous présenter à l'élection présidentielle de 2027. Le ferez-vous, bien que condamné par la justice de votre pays? Évidemment que je le ferai. Donc vous serez condamné en appel, mais vous le ferez? Évidemment que je le ferai, car je considère, encore une fois, que ce procès qui nous a été fait par des adversaires politique et qui est fondé sur des arguments qui ne tiennent pas la route. Il s'agit là d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien de tout cela. On nous dit juste, vos assistants parlementaires n'auraient pas dû faire de la politique avec vous et auraient dû exclusivement se contenter de faire des lois ou en tout cas aller un peu à Bruxelles, directives. Ou en tout cas aller un peu à Bruxelles. Non, monsieur le majordome de Jean-Marie Le Pen avait-il le droit d'être payé par les contribuables français? Monsieur Boulot, je vous en supplie, vous ne maîtrisez pas ce sujet. Si, un petit peu. Non. Car il y a 2 types d'assistants parlementaires. Les assistants parlementaires accrédités qui doivent être à Bruxelles et les assistants parlementaires locaux qui, évidemment, comme leur nom l'indique, doivent être sur le terrain aux côtés des Français. Et c'est à ceux-là que l'on reproche d'avoir fait de la politique. Moi, je suis désolé, mais un assistant parlementaire qui assiste un élu, eh bien, il fait de la politique parce que son élu fait de la politique. Si vous ne pouvez pas vous présenter, qui est un cas de figure que vous évoquiez il y a un instant, est-ce que vous dites, comme le vice-président de votre parti, Louis Alliot, que Jordan Bardella serait le meilleur candidat pour défendre vos idées en 2027? Je veux dire, Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement, et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'avons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. Mais en attendant, je suis combative. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin, il est certes étroit, mais il existe. Je vais effectivement demander de la manière la plus claire qui soit que la décision d'appel intervienne me permettant d'envisager une candidature à l'élection présidentielle. Moi, je serai toujours à côté des Français. Il y a des millions de Français qui croient en moi. Des millions de Français qui me font confiance. Et je viens leur dire, ça fait
30 ans que je me bats pour vous. Et ça fait 30 ans que je me bats contre l'injustice. Et par conséquent, je vais continuer à le faire. Et je le ferai jusqu'au bout. Madame Le Pen, on a vu et rencontré aujourd'hui des sympathisants du Rassemblement national à Hénin-Beaumont qui disent bon ben voilà, il y a eu cet accident qui est un peu dommageable, mais nos idées prévalent. Et donc, si en 2027 c'est Jordan Bardella président, pourquoi pas Marine Le Pen première ministre? Non, mais écoutez, je ne suis pas dans cet état d'esprit là, et moi je ne suis pas prête à me soumettre à un déni de démocratie aussi facilement. Voilà, il ne faut pas s'habituer à ça. Vous savez, je pense que le général de Gaulle, qui est quand même le père de la Constitution, disait que la Cour suprême, c'est le peuple. La Cour suprême, c'est le peuple. Il a mis aussi en place le Conseil constitutionnel. Aucun juge ne peut décider d'interférer dans une élection aussi importante que l'élection présidentielle, de surcroît en violant l'état de droit, c'est-à-dire en rendant exécutoire une décision qui normalement devrait être suspendue par un appel. Si vous êtes condamné définitivement et que vous ne pouvez pas vous présenter, est-ce que vous en appelleriez au chef de l'État qui a le droit de grâce? Et en matière pénale, même en correctionnelle, la grâce peut s'appliquer. Il n'y a pas d'obstacle constitutionnel. Mais non, la grâce, elle s'applique sur une décision définitive. Oui. Permettez-moi de vous dire que nous n'en sommes pas là et que je crois beaucoup en la capacité d'une cour d'appel à analyser avec neutralité ce dossier pour constater qu'en réalité, nous n'avions rien à nous reprocher, que nous n'avons une fois de plus absolument commis aucun enrichissement personnel, que cette affaire aurait dû rester en réalité au niveau du désaccord administratif dont je vous parlais entre le Parlement européen et les élus. D'ailleurs, les règles étaient si claires, Monsieur Boulot, que comme par hasard, toute l'opposition se fait reprocher la même chose. Monsieur Bayrou, qui était à l'époque dans l'opposition, nous-mêmes qui sommes dans l'opposition, et Monsieur Mélenchon qui était dans l'opposition. Décidément, il fait pas bon être dans l'opposition dans notre pays, semble-t-il. Cette condamnation ne signifie aucunement à vos yeux votre retrait de la vie politique. Mais en aucune manière, en aucune façon. Je veux dire, encore une fois, ce sont les électeurs qui, dans une démocratie, décident. Et moi, je viens leur dire ce soir, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas démoralisé, je suis comme vous, scandalisé, je suis comme vous, indigné, mais cette indignation, ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux. Merci.